bienvenue dans ce nouveau dossier de bien connu des services de police, le podcast qui revient sur le meilleur du polar au cinéma. Cette semaine, la brigade cinéphile reçoit un authentique yakuza au code d'honneur bien trempé, à l'œil aussi affûté qu'un katana, et capable de se faire seppuku s'il commet une terrible erreur en la personne de Monsieur Hakim Vdaouch. Comment ça va, Hakim ? Très bien, Raphaël, merci pour l'invitation, je suis en terrain connu. Alors en tout cas, c'est vraiment un plaisir que de t'avoir enfin en interrogatoire, car ça fait longtemps qu'on parle entre nous de cette émission et qui va prendre la forme cette fois-ci d'une carte blanche, car c'est toi qui as choisi le film du jour. Mais avant toute chose, je rappelle à nos auditeurs que tu es réalisateur de courts-métrages, conférencier en cinéma et animateur de l'excellente émission, et je dis pas ça parce que j'y participe, Radio Days, une émission donc qui va revenir d'ailleurs très bientôt dans une toute nouvelle formule, il me semble. Oui, et c'est pour ça que je dis que je suis en terrain inconnu, car nous enregistrons dans les studios de Radio Rhume, là où effectivement nous enregistrons nos émissions depuis déjà plusieurs années. On a arrêté pendant ça fait déjà un an qu'on a arrêté l'émission, parce qu'on avait envie, enfin du moins moi j'avais envie de changer de formule, j'en avais un petit peu marre de faire de la critique de cinéma en critiquant les mêmes films qu'on peut entendre un peu partout dans les différentes émissions de cinéma. Et là on va se lancer dans un tout nouveau format. On parlera que d'un seul film à chaque fois. Je peux même d'ailleurs annoncer le titre qui sera évoqué dans la toute première émission. Ça sera Superman Returns de Bryan Singer. Et donc on enregistre très prochainement. Quand vous écouterez l'émission ne sera pas encore disponible, mais au moins vous saurez de quoi il sera question. Avant d'attaquer le gros du sujet, c'est la tradition en ce début d'émission. On va établir ta photo signalétique en 2 questions succinctes. La première, très simple, quelle est ta définition d'un bon polar ? Un bon polar pour moi, c'est avant tout et surtout une enquête captivante. Un film qui me prend par la main et qui m'invite à résoudre une énigme, qui arrive à m'immerger dans un univers noir et nihiliste, qui me demande de réfléchir en me substituant à ces personnages pour retrouver un tueur avant qu'il ne commette son prochain crime, un peu à la manière d'un escape game. Un bon polar, c'est un film qui arrive à me manipuler, un film qui te laisse croire aux 2 tiers du récit que tu as déjà tout élucidé, mais qui te remet en place dans un twist que tu n'avais pas vu venir. Et pour finir, un bon polar, c'est un film qui se revoit à l'infini, celui qui possède plusieurs couches de lecture, des indices cachés au fond du cadre qu'on remarque au 4e visionnage, un film qu'on ne cesse de redécouvrir à l'infini sans se lasser. Et la seconde, qui paraît très facile mais qui est vraiment très compliquée, quel est ton polar préféré cette fois-ci ? Alors j'aurais pu te répondre Seven ou Memories of Murder si j'avais fait partie de tes premiers invités. Ils ont déjà été cités à maintes reprises, donc je vais les mettre de côté, même si je considère que ce sont vraiment des chefs-d'œuvre. Et ces 2 films ont la particularité pour moi de comporter les 20 dernières minutes les plus belles de l'histoire du cinéma. Moi, je pleure littéralement à la fin de ces 2 films. Pas parce que c'est triste, mais parce que c'est des beautés visuelles, c'est un montage parfait, c'est une mise en tension parfaite. Cinématographiquement, les 20 dernières minutes de ces 2 films sont vraiment extraordinaires. Je pleure comme un spectateur pleure devant un ténor, tellement c'est beau. Alors du coup, j'ai longuement réfléchi. J'aurais pu te dire No Country for Old Men des frères Cohen. Est-ce qu'on peut dire que c'est un polar ? Je ne sais pas, pour moi oui, même si on l'orne un petit peu vers le western. J'aurais pu citer Prisoners de Denis Villeneuve. Ou alors J'ai rencontré le diable de Kim Jong-un. Voilà, un des films qui m'a vraiment retourné le cerveau au cinéma. Et je crois qu'il y a 3 films qui m'ont vraiment retourné le cerveau au cinéma, si bien que j'ai eu besoin de les revoir tout de suite après, dès que je suis sorti de la salle. Et à chaque fois, c'était des films coréens. Mais finalement, je vais choisir Usual Suspect de Bryan Singer, voilà, qui correspond parfaitement à ma définition du polar. Dans cette nouvelle enquête, on prend la direction du Japon de l'après-guerre pour suivre le parcours sanglant du chien fou Rikyo Ichikawa, yakuza incontrôlable et impitoyable, Oni de tous les gangs de Tokyo, avec l'un des sommets de la carrière de Kinji Fukasaku, à savoir le cimetière de la morale, réalisé en 1975 et avec un Tetsuya Watari littéralement possédé. Tu m'avais aussi proposé un Hideo Gosha. On est parti finalement sur le premier titre qui t'est venu de manière instinctive, et on en parlait un petit peu entre nous. C'est vrai que Kinji Fukasaku est un metteur en scène encore finalement assez peu connu des cinéphiles. Alors il est connu en tout cas chez nous surtout pour Battle Royale au début des années 2000, et surtout pour les grands amateurs que nous sommes aussi de cinéma de genre en général. Par exemple, on sait que Quentin Tarantino est l'un des fans absolus du cinéaste, c'est presque un service après-vente de Kinji Fukasaku à lui tout seul. On y reviendra aussi, mais William Friedkin aussi le cite assez régulièrement. Il y a des liens comme ça, des ponts à tisser entre leurs différentes carrières.
Mais c'est vrai que c'est un cinéaste finalement assez peu connu, un cinéaste artisan du cinéma japonais. C'est pas un théoricien ou un discursif. Chez lui, on peut dire que le contenu et la forme ne font qu'un en fait. La forme raconte quelque chose. Et c'est un cinéaste qui a démarré donc du coup au début des années 60, avant de bifurquer la mode aidant dans le genre donc du Yakuza Eiga, le film de Yakuza, on va dire le film de gangster à la japonaise, bien que c'est complètement différent du cinéma de gangster, on va dire, à l'occidental. Et c'est vrai que c'est un cinéaste qui a été marqué dès son enfance, on va dire, par la violence, qui a travaillé assez jeune dans une usine d'armement durant la Seconde Guerre mondiale. Il le dit en interview, hein, il se cachait par exemple sous les autres employés pour survivre lors des bombardements. Il appelait ça la limite de l'amitié. Donc ça montre déjà un caractère assez nihiliste. Et c'est vrai que son œuvre va être teintée de ce sentiment-là. On prend Battle Royale, on l'évoquait un petit peu avant, c'est une sorte de synthèse finalement de toute la violence de son œuvre. Voilà, il le déclare, hein, pendant la guerre, on nous apprenait à nous battre et à mourir, et finalement ils avaient plus peur de vivre que de mourir. Il y avait un véritable sentiment d'humiliation dans le Japon d'après-guerre, l'occupation américaine, etc., etc. Et il a commencé quand même son parcours cinéphile à travers des films français. Il le cite, hein, Renoir, Duvivier par exemple, Feder, beaucoup de néo-réalisme italien et de Kurosawa. Et dès 1953, il est embauché donc par la Toei, hein, le fameux mythique studio créé en 1951, d'abord en tant qu'assistant réalisateur. Et la Toei, c'est vraiment un studio qui est spécialisé, on va dire, dans le cinéma de genre et dans le star system aussi, hein, qui véhicule de grands films pour les stars. Un véritable modèle économique avec apparemment à Kyoto plutôt des films historiques tournés là-bas. Et quand les films de la Toei sont tournés à Tokyo, c'est plus des films d'action modernes. Et l'une de leurs spécialités, justement, au début de sa carrière, dans les années 60, ça commence véritablement à exploser chez eux, c'est le film de Yakuza. La figure du Yakuza, on l'évoquait un petit peu entre nous tout à l'heure, remonte quand même à assez loin, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Ça dépend des sources. Figure du banditisme qui, à la base, définit, on va dire, une sorte de joueur un petit peu malchanceux, de déclassé, un laissé pour compte en dehors donc de la société classique. Et à partir du XVIIIe siècle, ces gens-là, ces délaissés, on va dire, vont se réunir, s'organiser en groupe et sous forme de clan. Ils vont devenir assez vite assimilables donc aux gangsters au XIXe siècle, en régnant voilà, sur différentes activités illégales, le racket, la prostitution, le jeu, la drogue, le chantage, la corruption des élites politiques, bien souvent d'ailleurs de droite ou d'extrême droite au Japon. Et ils investissent aussi dans des activités beaucoup plus légales. On peut citer par exemple les travaux publics, et y compris le cinéma. Apparemment, la Toei avait pas mal de liens avec des Yakuza notoires à l'époque. Il faut dire aussi que maintenant que le Yakuza a aussi pignon sur rue. Hein. C'est presque un chef d'entreprise lambda, un petit peu plus violent, mais qui en tout cas s'intègre parfaitement dans la société nippone. Je peux même, je me permets de te couper. C'est très bien ce que tu dis, car un autre réalisateur qu'on évoquera peut-être en fin d'émission, Takashi Miike, disait que c'est beaucoup mieux d'avoir les Yakuza dans sa poche quand on veut tourner un film, surtout en extérieur, parce qu'eux te donnent beaucoup plus facilement l'autorisation de tourner dans certains lieux de Tokyo que les autorités même de Tokyo. Donc la mairie de Tokyo. Donc c'est toujours bon d'avoir des amis Yakuza quand on veut réaliser des films à Tokyo. Petite parenthèse, pour être allé à Tokyo moi-même, normalement, les tatoués sont interdits dans les bains publics. Tatoués, évidemment, c'est les Yakuza. Voilà, c'est les marginaux de la société, encore une fois. Et moi, j'avais pris une sorte de petit hôtel, une petite guest house à côté donc de la Skytree Tower à Tokyo. J'y suis allé, premier truc que je vois, un homme tout nu, hop, tatoué des pieds à la tête. Et ben, je vais te dire, franchement, tu balises. Hein. Tu fais pas ton malin, là, tu te dis, hop, je ferme ma gueule, je fais mon truc et je m'en vais. Voilà. Mais vraiment, t'as vraiment ce sentiment qui te saisit, mais d'emblée, tu les reconnais direct. Et on sent qu'ils sont respectés. Hein. Enfin, ils parlaient avec un peu des figures un peu d'autorité, je l'ai compris direct, avec des vieux, on les repère tout de suite. En plus, ils ont un look qu'on retrouve franchement dans tous les films de Fukasaku. Les lunettes, j'en ai vu ailleurs, hein, les cheveux gominés, enfin, presque comme les Sopranos, tu vois, il manque plus que le survêt et on y est, quoi, vraiment. Enfin bref. Les Yakuza, dans l'idée, on va dire, originelle, vivent selon des codes et des rites qui ont véritablement inspiré des tas de scénaristes et de metteurs en scène. Il y a quelque chose d'extrêmement cinégénique dans leur rite. Alors,
Voilà, encore une fois, les tatouages, se couper la phalange, par exemple, en cas de déshonneur, par exemple, de punition, dédommagement aussi, par exemple. Donc on va retrouver tout ça, la coupelle aussi de saké qu'on peut retourner en guise de provocation, qu'on peut briser aussi en cas de refus catégorique, quoi, de quitter le clan, par exemple. Et c'est vraiment une application dévoyée, voilà, du code des samouraïs qui vont véritablement dégrader, détourner à leur convenance. Ils vont vraiment enlever les nobles intentions initiales pour finalement, autant le dire tout de suite, ce qui est tellement évident, mais qui n'apparaît pas totalement en fait dans ce type de récit à la base, qui est en fait l'appât du gain, tout simplement. Hein. C'est vraiment des gens sans foi ni loi qui veulent tout simplement gagner de l'argent. En tout cas, il véhicule comme ça un décorum, il véhicule un certain sentiment, il véhicule comme ça une certaine narration, on pourrait dire, et le cinéma va très vite s'en emparer, notamment au début des années 60. Le genre donc du film de Yakuza, le Yakuza Eiga, va connaître deux grosses tendances principales. La première, c'est le Nikkyo Eiga, donc film de chevalerie. C'est plutôt des films, on va dire, où le Yakuza est idéalisé, une forme de dimension comme ça, de Robin des Bois, ou qui témoigne d'une grande fidélité à un clan. Donc ça, c'est vraiment dès les années 20 qu'on a cette figure-là. L'âge d'or donc arrive véritablement dans les années 60 avec la Toei. Des films qui se situent généralement en fait dans une période antérieure, entre la fin donc de la féodalité et de la Seconde Guerre mondiale. Et malgré voilà, donc, l'évocation de cette période, il traite souvent de sujets contemporains, comme l'influence de l'Occident, généralement sous la forme d'un honorable hors-la-loi. Généralement, c'est l'acteur le plus connu, hein, c'est Ken Takakura qui véhicule cette figure romantique par excellence, déchirée entre des valeurs contradictoires. Donc, au Japon, on appelle ça le shingi, donc qui est plus ou moins le devoir, on va dire, et le ninjo, des sentiments, on va dire, très intimes, personnels. Et à partir de là, vont découler des conflits moraux. Et généralement, ce qui se passe dans ces films, c'est que le héros, à la fin, se sacrifie, après avoir tué à l'arme blanche le chef du clan adverse, qui a tué généralement aussi son mentor, le parrain du clan. Et la plupart du temps, c'est accompagné par une chanson qui relate les exploits du gangster. Donc on a cité voilà, Ken Takakura, on peut citer Koji Tsuruta, enfin des grands acteurs comme ça qui ont joué ce type de personnage. Et il y a évidemment des gens comme Kenji Mizumi qui ont véhiculé cette image-là. Et le plus connu, sûrement, c'est Seijun Suzuki, notamment par exemple Le Vagabond de Tokyo, qui est un film encore, une sorte de réinvention, encore une autre voie, j'ai envie de dire, une sorte de transition entre cette époque-là et l'époque plus réaliste véhiculée par les films de Fukasaku, qui est une figure plus abstraite, mais quand même très, très fidèle, respectueuse, qui respecte les conventions, les codes du clan, qu'on ne retrouvera plus après par la suite. Je me permets une petite parenthèse. Il serait grand temps de revoir et de redécouvrir l'œuvre de Suzuki. J'ai cru comprendre que des éditeurs seraient sur le coup, mais il serait grand temps. Suzuki, c'est aussi la marque du tueur, grande influence pour Jim Jarmusch. C'est clair. Et puis qu'on retrouve par contre chez Criterion de manière assez facile. Par la suite, et notamment grâce au cinéma de Fukasaku, qui est vraiment un cinéma d'une noirceur et d'un nihilisme total, ou plutôt j'ai envie de dire tout simplement d'une vraie frontalité sur la vérité, hein, va apparaître donc une deuxième tendance du Yakuza Eiga, qui est donc le Jitsuroku Eiga, donc des films de Yakuza beaucoup plus réalistes, anarchistes on va dire dans leur structure, portés sur la violence spectaculaire. Donc ça, on est plutôt au début des années 70, on pourrait dire. Ça se traduit, ce terme. Donc je suis désolé, hein, voilà, je marche sur des œufs, hein, je ne connais pas exactement la prononciation de ces termes, etc. Jitsuroku, donc ça se traduit par vrai document. Donc une idée comme ça très documentaire, de chronique, presque proche des actualités télévisuelles. Donc c'est beaucoup plus réaliste, basé sur des histoires vraies, ce qui est le cas par exemple du Cimetière de la Morale. Le premier, on va dire, gros succès là-dedans, c'est Fukasaku, encore une fois. Combat sans code d'honneur, on est en 73. Il y aura 4 suites au total et après une nouvelle trilogie qui va débouler. Donc là, on est vraiment dans le Japon de l'après-guerre, donc des Yakuza qui ne sont plus des nobles héritiers du code des samouraïs, mais vraiment des voyous sans foi ni loi, impitoyables, prêts à tout, quoi. Et là, une grande star, une grande figure va apparaître, c'est Bunta Sugawara,
qui est très reconnaissable d'ailleurs avec sa coupe de cheveux en brosse comme ça, avec sa mâchoire carrée. Enfin, il a un côté très américain, presque à la Lee Marvin, tu vois, je trouve, à la japonaise, et qui va le propulser, lui, littéralement au rang de star. Et puis progressivement, malheureusement, à force d'exploitation, le genre va un peu décliner. Donc le plus connu, évidemment, des metteurs en scène, c'est Fukasaku, mais on peut citer Hideo Gosha, par exemple, qui est aussi l'un des plus grands représentants, et des acteurs aussi comme Shintaro Katsu, qui est vraiment l'une des figures principales du genre. Et après, évidemment, il y a une sorte dans les années 80-90 surtout, de relecture de cette figure-là via d'autres cinéastes beaucoup plus contemporains. Le principal, évidemment, c'est Takeshi Kitano, acclamé par la critique dans les festivals occidentaux. Et on peut citer, que tu aimes beaucoup, du coup, Takeshi Miike, l'un des réinventeurs de ce genre, cette relecture postmoderne dans les années 90. D'ailleurs, je marche un peu sur des œufs, je le dis, j'en suis quasi sûr, tant pis, je me lance, mais je crois que le premier film de Takashi Kitano, qui est Violence Cup, devait au départ être réalisé par Kinji Fukasaku. Je crois. Il me semble bien aussi. Voilà. Donc là, on est plus du côté des flics pour le coup. Mm. Mais là, on peut dire que les films de Yakuza, si on peut vraiment être large, on pourrait dire que ça va vraiment pour les plus connus. Pour les plus connus, parce qu'il y en avait avant dans les années 20, de L'Ange ivre en 48 de Kurosawa, jusqu'aux Outrages Koda par exemple, en 2017 pour Takashi Kitano. Donc ça montre quand même une histoire, et c'est un peu long comme introduction, mais c'est vrai que ça vous montre en tout cas dans quelle voie va s'introduire finalement Fukasaku. Et Le Cimetière de la Morale, c'est le prolongement de tous ses travaux antérieurs. Donc là, on est en 75, et c'est, je pense, son meilleur film. Celui où il va le plus loin, qui est d'une noirceur totale, où il n'y a rien à sauver. Et déjà, avant toute chose, est-ce que tu peux nous faire le pitch de l'intrigue? Ça raconte quoi, Le Cimetière de la Morale? Exercice périlleux pour moi, qui n'aime pas du tout faire le résumé des films, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc je me suis essayé à l'exercice en faisant un résumé assez court, simple et assez sommaire. Le Cimetière de la Morale, c'est tout simplement un biopic qui raconte la chute progressive sur 15 ans de Rikyo Ishikawa, qui a toujours rêvé d'être Yakuza, mais qui n'a jamais su se plier à l'autorité ni au code d'honneur de son clan, ce qui malheureusement va entraîner sa chute. Mais c'est vrai, autant le dire tout de suite, on peut rentrer dans des références. Il a toujours rêvé d'être gangster. Voilà. Et on tend une perche. Voilà, on pense tout de suite évidemment aux Affranchis de Scorsese, on pense à Casino, parce que le principe aussi du film, c'est que tu as une introduction en fait en noir et blanc d'ailleurs, de photos, avec on est vraiment dans la docu-fiction, c'est-à-dire que tu as des sortes de témoins, on peut imaginer que c'est des voisins, des gens qui l'ont connu enfant, qui disent mais comment il a pu devenir à ce point cinglé. Effectivement, sa mère était très violente avec lui, il a connu la famine, patati patata. Et donc tu as ces images d'archives, donc très très réalistes du coup, qui introduit aussi un contexte vraiment historique, voilà, encore une fois, d'humiliation d'un peuple d'après-guerre. Et effectivement, il y a cette phrase de voilà, j'ai toujours rêvé d'être un gangster, doublé encore une fois par une voix off monocorde. Tu as des frises en permanence dans ce film, des ruptures de ton, des ellipses, des musiques, etc. Donc on est en 75, on est à peu près dans un film contemporain de Mean Street, par exemple, de Scorsese, et tu as l'impression que tout le cinéma de Scorsese à venir, ces grandes fresques mafieuses, avec De Niro, avec Joe Pesci, bah, c'est déjà là en fait. C'est déjà là. Et quand tu vois le film, c'est vraiment troublant. Tu peux voir aussi, évidemment, du William Friedkin aussi, c'est-à-dire une caméra portée, des anti-héros, la question du bien, du mal. French Connection, on est pareil, hein, on pense beaucoup au Nouvel Hollywood en fait en voyant le film de Fukasaku. Il est contemporain de ça, il anticipe beaucoup d'autres choses. Et je pense aussi à La nuit nous appartient de James Gray, avec justement des photos en noir et blanc qui introduit comme ça le récit. Et c'est vrai que le film, il prend comme ça une sorte de dimension documentaire instantanée. On est dans le noir et blanc au début, après on passe au sépia avant de rentrer dans un monde en couleur, comme pour te dire qu'il y a une sorte de réalité, on va dire, objective véhiculée par le documentaire, une forme de sépia, une forme d'entre-deux, où on ne sait pas la véracité finalement des propos rapportés et des ressentis du héros, hein, puisqu'on est vraiment concentré de son point de vue, et après une couleur vraiment de subjectivité, où finalement, c'est malgré toute cette violence, quand même, autant le dire tout de suite, c'est quand même une bête de sensibilité aussi, Ichikawa, non?
Je sais pas, comment il faut que je débute. Moi déjà, je t'ai proposé ce film en sachant que c'est un film que j'ai découvert il y a 20 ans. Donc je me reposais sur mes souvenirs et j'appréhendais un petit peu de découvrir le film parce que je me suis dit: «Est-ce que finalement, est-ce que c'est un vrai polar?» Ça, on pourra en débattre, car il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'inspecteur. On est littéralement dans le monde des yakuza. On rentre d'emblée, dans un monde de chaos. Ça, il faut le dire. Le film se passe au lendemain, de la Seconde Guerre mondiale. On est en 46 à Tokyo. Le film commence effectivement sur ces images d'archives, donc on pense que c'est les vraies images de Shikawa, de Ichikawa. de Ichikawa. Et ensuite, on arrive sur ces images en sépia, des images de reconstitution. Pourquoi je parle de reconstitution? Car on est en 46, on est au niveau de la gare de Shinjuku. Quand le film se tourne en 75, vous tapez gare de Shinjuku 75 sur Google, vous avez déjà le quartier connu de Shinjuku que l'on connaît, voilà, avec le fameux piéton avec les gens qui circulent. On est à une période où Tokyo est devenue une mégalopole mondiale. Et donc, mais il faut savoir que 20 ans auparavant, Tokyo a été rasé. Ils n'ont pas eu de bombes atomiques sur la tronche, mais ils ont été rasés par les bombardements alliés. Donc là, on est d'emblée le nez dans ce qu'était le Japon au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi Kinji Fukasaku s'obstine à montrer cette image-là du Japon? C'est parce que, à l'instar d'un autre metteur en scène qui s'appelle Sho Imamura, il a eu un peu de mal à digérer la version officielle qu'a voulu donner le Japon au moment où ils ont essayé de se reconstruire, car début des années 60, ils accueillent les Jeux Olympiques, ils construisent le train à grande vitesse, donc ils redeviennent un grand pays auquel on peut être ami. Voilà, ce n'est plus l'ancien pays qui a collaboré avec les nazis. Mais le gouvernement japonais a tout fait pour barrer une certaine image, une certaine période un peu gênante de l'histoire du Japon, celle justement de Tokyo qui a été au lendemain de la Seconde Guerre mondiale gangrénée par la prostitution, par le marché noir, par les rackets, par les yakuza. Et aussi bien Imamura que Fukasaku, ils ont essayé d'utiliser le cinéma pour réécrire l'histoire, mais pas en faisant de la négation, vraiment pour raconter ce qui s'est vraiment passé à Tokyo même, un an après la bombe atomique sur l'île Nippon. Et là, on a cette ambiance de chaos qui m'était restée en tête, bien que je n'ai pas vu le film pendant 20 ans. Et le film commence, on est effectivement sur ces images d'archives. Ensuite, on enchaîne avec des images de reconstitution façon sépia et une mise en scène totalement chaotique. Le film est tourné en scope, ça il faut le préciser, mais on a l'impression que c'est un reporter de guerre qui va sur le front et qui filme avec une caméra 16 mm, caméra à l'épaule. Ça n'arrête pas durant les 10 premières minutes, ça dépeint un monde chaotique, chaotique, horrible, dégueulasse, mais qui s'avère être la vérité. On est dans un marché où on voit des animaux, des tas de viandes qui sont vendus au marché noir, mais en pétrifaction. C'est assez glauque. On voit des prostituées qui se prostituent à même le trottoir devant des gamins. On a une vision du Japon qui ne correspond pas à celle qui est celle du Japon au moment où le film se tourne, mais qui fait écho à un chaos ambiant qui émane du fait de la révolution, de quelques mouvements étudiants et de certaines actions terroristes qui arrivent à ce moment-là parce que corruption au niveau de la politique du Japon, pollution industrielle et surtout découverte par des Japonais de ce qui se passe, de ce qui s'est passé derrière l'image policée que le Japon a voulu vendre. Le Japon s'est reconstruit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale de façon assez rapide. Ils ont profité de la bulle économique pour se moderniser et devenir un des pays les plus puissants du monde. Mais bien sûr, ça a caché quelques parts d'ombre que les Japonais ont découvert. Et donc forcément, cette mise en scène chaotique faisait écho à ce qui se passait au même moment dans le pays. Et t'évoquais du coup forcément l'après-guerre. Quand tu vois aussi le début de Combat sans Code d'honneur, ça commence littéralement sur l'explosion atomique à Hiroshima. Et quand tu vois cette foule, en fait, c'est aussi une récurrence qu'on trouve dans son cinéma. Un côté aussi comme chez Scorsese, ethnologue, j'ai l'impression. Tu vois vraiment comment les gens vivaient aussi à l'époque. Ces scènes de foule sont impressionnantes dans le marché de Shinjuku au début.
le héros, en fait, ça démarre le récit. Il s'emporte contre un ennemi en fait d'un autre clan parce qu'il vend aux gens en fait des semelles pourries faites en poisson séché. Et après, on le voit uriner littéralement sur des prostituées, quoi. Ah oui. Donc ça vous montre déjà d'emblée ce personnage-là. Et Aurélien Gouriot-Vallès, dans l'émission sur la cible Hollande, comparait donc ce film-là, donc le film de Douglas E. Cox avec Oliver Reed, un film anglais, avec Le Cimetière de la Morale. Et pour avoir vu le film, c'est vrai que c'est très étonnant, mais il y a vraiment des points communs à tisser entre les deux films. C'est littéralement deux personnages qui sont des boules entières de haine, de rage. Ils n'écoutent rien. Il n'y a aucun code en fait qui est présent chez eux. Ils avancent. Et c'est vrai que le film va très très loin quand même. C'est-à-dire que il y a un viol d'une prostituée. Et en plus, c'est très Peckinpah, je trouve d'ailleurs. Cette prostituée va s'emmouracher de lui, de ce mauvais garçon. Enfin, c'est presque un monstre en fait, ce personnage-là. Il va littéralement tuer son chef de clan. Enfin, il n'écoute rien n'est personne. Et ce côté comme ça éruptif, explosif aussi, cette déflagration qu'est ce personnage. Cette déflagration, c'est aussi un gimmick du cinéma de Fukasaku. Et on pourrait aussi, dans un côté cinéphile, pour fermer une parenthèse un petit peu là-dessus, rapprocher le personnage, encore une fois, de ceux de Joe Pesci, le côté hargneux, psychopathe, sans foi ni loi, avec aussi James Cagney. Moi, je pense vraiment aussi à L'Enfer est à lui, l'histoire d'un personnage, voilà. Le seul bon point, c'est qu'il aime sa mère, tu vois, James Cagney dans White Heat de Raoul Walsh, ce qui n'est pas le cas ici. Bon, il y a l'histoire d'amour avec la prostituée, on va dire. C'est son seul ancrage, on va dire, véritablement positif. Mais là aussi, voilà, le film de Raoul Walsh, ça se termine littéralement sur une explosion. Le gars, je suis enfin arrivé tout en haut. Alors que là, la différence, on en parle un peu entre nous, généralement dans les films de gangsters, c'est souvent un rise and fall, c'est-à-dire on voit une ambition nourrie qui va réussir dans l'argent, dans le pouvoir, etc. Coup classique, avant que le personnage tombe par orgueil, etc. La chute, voilà, on va dire, chez nous, très catholique, de la culpabilité, etc., etc., de la rédemption pour certains. Là, non. On est direct dans le fall, quoi. C'est-à-dire, on va suivre un personnage qui va aller en enfer. Et c'est ça qui est intéressant parce que voilà, on découvre ce personnage-là qui est grossier, qui n'a pas de morale. Il a toujours voulu être un yakuza. Il a même comme ambition de créer son propre clan. Mais bon, on se rend compte qu'il est immature. Il est entouré de gens qui essayent de l'encadrer. On lui fait comprendre qu'il faut qu'il respecte un code d'honneur et il ne veut pas. C'est un vrai électron libre. Il tape les femmes, il pisse devant les prostituées en pleine ville, il les viole. Quand il est dans un bar et qu'il est censé représenter son clan et qu'il voit une autre personne d'un autre clan avec des filles, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre les filles dans les toilettes et les taper. Ce qui va entraîner... on est à deux doigts d'une guerre des clans et c'est ça le problème. C'est ce qui va commencer à entraîner sa chute. C'est que à force d'emmerder les gens, à force de créer des problèmes là où il n'y en a pas, il est à deux doigts de créer une guerre des clans, mais il faut savoir que cette guerre des clans arriverait au moment d'élections. On est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a des élections politiques qui sont en jeu et il y a des clans Yakuza qui sont dans la course. Donc les gens comprennent que ce gars-là, c'est une plaie, qu'il est peut-être rempli de bonnes intentions, mais qu'il n'est pas assez mature. C'est quand même drôle de dire qu'il n'est pas assez mature pour être un Yakuza et qu'il faut s'en débarrasser. Ces défauts-là vont finalement le rendre, à mes yeux, sympathique. Il est détestable, on n'a aucune empathie pour lui au début, et plus on avance, alors je ne sais pas si on peut commencer à dévoiler ce qui se passe dans la première partie, mais il va arriver à un moment donné où il va un peu dépasser la ligne rouge, et donc on va l'obliger à... Enfin non, il va aller en prison. Parce qu'il a failli tuer un de ses maîtres. Et à la sortie de prison, on lui dit non, ne reviens plus à Tokyo, tu es en grosso modo blacklisté, on t'exclut pendant 5 ans ou 10 ans, tu vas aller t'expatrier à Osaka. Sauf qu'il y va, il s'enquiquine, il s'emmerde. Et va arriver, une chose qu'on n'avait pas vu, on n'avait pas vu arriver, c'est sa descente dans le monde de la cocaïne. Il va toucher à la drogue, un peu à l'instar d'un Tony Montana dans Scarface. C'est pour ça que quand j'ai vu le film il y a 20 ans, ça m'a beaucoup fait penser au récit de Scarface, la version de De Palma, pas la version de Howard Hawks. C'est évident, bien sûr, il y a un point commun entre les deux. Voilà. Et donc du coup,
On ne sait pas comment il est tombé dedans, mais cette descente aux enfers dans le monde de la drogue va précipiter sa chute. Et là, il va être irrécupérable. Et c'est à partir de ce moment-là où je trouve qu'on commence. Enfin, moi, j'ai de l'empathie pour ce personnage. Je me dis, ce gars, il est né dans la mauvaise famille. Il était bourré de bonnes intentions, mais il n'a jamais été cadré. Et là, bon, on sent que par le fait que sa petite amie avec qui il va se marier va peut-être essayer de le mener dans la bonne voie, ben, va arriver à quelque chose qu'on retrouve dans l'ange ivre, qui est la maladie, la maladie de la tuberculose. Et sa petite amie avec qui il va se marier va succomber à la tuberculose, tombe malade de la tuberculose, mais va se suicider. Et juste après ça, il décide d'aller l'incinérer et de récupérer des ossements. Et ça, c'est une image qui m'avait marqué, qui m'était restée, bien que le film, je l'ai vu il y a plus de 20 ans. C'est cette image où il va, alors qu'il est complètement camé, il ne tient plus sur lui, il est arc-bouté, on dirait une momie indienne, comme les momies incas, voilà. Il est là, il va de nouveau, alors qu'il est complètement au fond du trou, quémander à son ex-boss, vu qu'il a été radié du clan. Il demande un clan, oui. Oui, il lui demande vraiment minablement des terres et un local pour créer son propre clan. Et là, il ouvre une urne et il commence à manger les os de sa femme. Et ça, c'est une scène horrible. Mais là réside toute la beauté du cinéma japonais. C'est comment rendre beau et apporter un peu de poésie dans un pur moment d'horreur. Là, la mise en scène est ultra statique. La caméra ne bouge pas, ce n'est pas le chaos. Au contraire, on a des plans très horizontales. Et il y a ce bruit du craquement des os dans les dents qui m'était resté en tête et qui sont là. Et en fait, t'as envie de le prendre par la main et lui dire non. On a envie de t'aider. Et là, je trouve que l'arc narratif de personnage devient vraiment intéressant. Sauf qu'à la fin, bon, bah voilà, étant donné qu'il a cumulé les ennuis et que tous les clans, même la police, veut se débarrasser de lui, ben, il finit par être pris par un guet-apens dans le cimetière où il avait prévu d'enterrer sa femme. Il se fait, on pense, assassiner à coups de sabre, sauf que bah, il résiste encore une fois. Il est de retour en prison, et là, ben, il comprend qu'il n'y a plus rien à faire, il est terminé, il se suicide en prison, et je revois encore cette image où on le voit tomber d'une tour de prison, tomber au sol dans une mare de sang. Et il y a ce thème musical qui est constant dans le film. Le film souffre sur ce thème musical. Je ne vais pas vous la chanter parce que je ne sais pas chanter. D'ailleurs, parenthèse, mais moi, il me fait penser dans ses premières notes, on va se foutre de ma gueule, mais je trouve qu'il ressemble au thème du Grand Pardon de Arcadie. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Une petite mélodie, quelques notes le début, simplement. Et voilà, aussi bien, au début, on est dans un pur film de gangster, mais alors bourré d'action, et plus le film avance, et plus on tombe dans... Je ne saurais pas comment dire, mais j'ai de la compassion pour ce personnage-là. Je dirais, moi, que c'est même en fait, la vérité, c'est presque une fable philosophique et même métaphysique. C'est-à-dire qu'il se pose des vraies questions. C'est jamais dit textuellement, en fait, par le texte ou par l'oral, en fait, dans le film. Mais c'est un mec qui souffre, il se pose des questions sur la vie, sur l'absurdité de la mort, enfin sur toutes ces choses-là, la maladie de sa femme. D'ailleurs, il y a une métaphore qui revient souvent à travers un ballon. Il y a un ballon qu'on retrouve aussi à la fin, un petit ballon de bautruche rouge qu'on retrouve dans le cimetière devant la tombe de ses bien-aimés. Un ballon, c'est pas con, voilà, c'est quand même quelque chose qui vole, qui monte, et puis qui explose aussi. Et c'est ça en fait ce personnage. Et la mise en scène de Fukasaku qui est extrêmement travaillée, on l'a pas dit aussi, mais le film est extrêmement composé de décadrage, de débulés extrêmes, c'est-à-dire vraiment de 45 degrés, voire même 90 degrés, tu as carrément des fois la caméra à l'envers. On a l'impression qu'on a une image on a l'impression d'avoir une image de smartphone. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Oui, c'est du scope, mais des fois le bas se trouve en haut, c'est complètement décalé, et ça. Mais ça montre sa position en fait dans la société à la fois du crime et la société japonaise d'alors, c'est-à-dire il y a un sentiment de déséquilibre permanent qui fonctionne, et effectivement plus le film avance, plus les plans deviennent longs. C'est Friedkin qui en parle très bien dans une interview que vous pouvez trouver sur internet. Il dit en fait, quand on a l'image d'épinal du cinéma japonais, on pense à Ozu, on pense à Kurosawa, on pense à des cinéastes comme ça où le cadre est extrêmement composé, qui est très très peu en fait mobile. C'est-à-dire qu'il y a des fois des panoramiques très légers sur des personnages qui peuvent rentrer dans le champ ou bien qu'en sortent.
Là, c'est très cut. Effectivement, la caméra est sans cesse mobile. C'est du shaky cam avant l'heure, quand on est presque dans, je sais pas, Die Hard 3 vraiment de McTiernan, mais avec 20 ans d'avance. Et plus le film avance, effectivement, plus la caméra devient stable, plus elle devient statique. Et moi, plus que ce plan-là, du plan que tu cites avec les os qui craquent, qui te déchirent, il y en a un autre qui est encore plus beau pour moi, et pour moi, c'est la clé du film. C'est quand il récupère les cendres et il pleure. La caméra ne bouge pas, le vide se fait sentir pour une fois. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de bordel, il n'y a plus de chaos. Et tu vois juste des larmes qui tombent dans les cendres de sa femme. Et là, ça prend une autre ampleur. Et finalement, j'ai envie de dire que ce personnage qui est peut-être le plus abject de tous, qui ne respecte pas le code d'honneur, qui ne respecte aucune règle, bah, c'est peut-être celui qui les respecte le plus au final, parce que, tu l'as évoqué très bien, il y a les politiques, il y a les enjeux économiques. En fait, c'est des faux culs, c'est-à-dire ils travaillent avec les Américains, ils peuvent pas les voilà, ils peuvent pas les blairer. Mais bon, ils sont bien contents parce qu'aussi ils dégagent aussi les Chinois et les Coréens, voilà, d'autres laissés pour compte qu'ils ne veulent pas voir, une forme de racisme là-dedans. Et finalement, lui, il en a que faire finalement de cette hypocrisie-là, en fait. C'est-à-dire, vous êtes juste là pour le pognon. On est tous là pour ça, au final. Et lui, il avance et il trouve une forme, on va dire, d'honneur. Et ça va être. On peut spoiler le film. Voilà. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez vous arrêter là. Oui. Non, mais là, t'as la fameuse pierre tombale avec les derniers mots du film qui sont donc qui fait graver sur la pierre tombale, qui sont donc honneur et humanité. Je crois que tout est dit. Voilà, c'est un personnage qui est beaucoup plus sensible qu'il en a l'air, qui est dissimulé comme ça. C'est aussi une récurrence chez Fukasaku, pardon. Je préfère, moi, je pense, Guerre des gangs à Okinawa, avec ce personnage, avec ses lunettes, tu sais, en permanence. Tu sais, il y a une séquence d'amour où il les retire. Il y a un peu de ça. Il a souvent tu sais, ces fausses Ray-Ban un peu aviateur, qui donnent un petit peu un look à l'américaine. C'est une sorte de protection, quoi. Tu sens que c'est un masque. À la Melville. Bah oui, on y pense, enfin, c'est forcément voilà, des tropes habituels du cinéma policier et de gangster, mais on y pense à tout ça quand même. C'est un personnage finalement, bah, qu'on le veuille ou non, qui a sa propre éthique, qui a sa propre morale, qui a sa propre vision du monde, et au moins il est honnête avec lui-même par rapport à tous les autres personnages qui veulent lui faire croire l'inverse. Tu as souligné une chose sur laquelle je voulais rebondir, tu parlais de la présence américaine. C'est vrai que c'est une chose qu'on n'a pas dit, mais le Japon a été occupé par l'armée américaine pendant plusieurs années. Et effectivement, on les voit par-ci par-là durant l'intrigue. On se rend compte que par moments, les Yakuza ont besoin d'eux pour calmer un peu le jeu. Et notamment quand, suite à un débordement du personnage principal qui a deux doigts d'entraîner une guerre des gangs, ils se disent comment on peut résoudre cette crise. Et ben ils font quoi? Ils appellent les Américains, et les Américains, ils arrivent en plein milieu et ils séparent les deux gangs comme des gamins. Voilà, vous arrêtez, sinon qu'est-ce qu'on fait? On va vous punir, on va vous mettre en prison. Et ça, c'est vrai que c'est une façon de rappeler aux Japonais que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, personne ne pouvait n'était à même de remettre en marche le pays, et que on était bien content qu'il y ait des Amerlocs pour calmer le jeu, parce que ça aurait pu être beaucoup plus pire. De toute façon, ce chaos-là, engendré par ce personnage d'une sauvagerie, d'une bestialité telle qu'on l'a pas connue des masses dans l'histoire du cinéma, c'est quand même une métaphore finalement de tout ce capitalisme sauvage qui vont se bouffer en fait, que le monde va se bouffer après-guerre de toute façon, du profit tout de suite, en permanence, partout, des marques partout, de l'argent partout. Enfin, on le voit très très bien aussi dans Guerre des gangs à Okinawa, c'est-à-dire les néons, le coca, enfin toutes ces choses-là, quoi. Voilà, enfin Okinawa c'est aussi une base américaine. Enfin, ça te montre ça finalement. Le parcours de ce personnage-là, c'est un capitalisme qui est sans foi ni loi. Dans les références aussi, on aurait pu citer, enfin dans les références, dans des œuvres, on va dire ultérieures, qui semblent aussi découler de ce cinéma-là. Je sais que t'aimes beaucoup, mais c'est vrai qu'on peut penser aussi à Mads Mikkelsen, par exemple, dans Les Pushers. Ah oui, j'y avais pas pensé, tiens, t'as tout à fait mais raison. tu sais, ces petites frappes un peu pathétiques, un peu nullos. Mais auquel tu as de l'amour. Voilà. Tu te dis, le gars, il a pas de chance. Il est plein de bonne volonté, il s'y prend mal, il fait des choses horribles, il fait les mauvais choix, mais au fond de lui, il y a peut-être quelque chose qui a sauvé. Malheureusement, il n'a pas su trouver la bonne personne. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais quand il tombe dans la cam, il devient ami avec un gars tout aussi paumé, et qui va encore beaucoup plus le foncer. C'est l'histoire tragique d'un gars qui n'a pas eu la chance de tomber sur les bonnes personnes, ou qui n'a pas voulu les entendre. Et donc, moi, je suis, à la fin du film, je suis en totale sympathie avec
J'ai la compassion pour ce D'ailleurs, gars-là. son ami Junkie, après, ils sont en fait dans une sorte d'entrepôt, et en fait, t'as toute la foule. Les scènes de foule sont impressionnantes, hein, vraiment. Hein. Ah, mais c'est le chaos. Ouais, À la ouais. fin, quand il y a même il y a tous les gangs de Tokyo et la police qui Et s'y la mettent police. pour Mm. le Le caillasser. pour le caillasser. Non, mais c'est vrai, littéralement, en Et fait. une vraie rage au niveau de la mise en scène, on l'a dit. Oui, voilà, c'était un metteur en scène qui avait envie d'en découdre et de mettre les points sur les i et de rétablir une vérité qui était mise sous le tapis et une mise en scène chaotique qui, voilà, comme je l'ai dit, je me répète un petit peu, qui reflétait l'ambiance houleuse dans les rues de Tokyo. Mais moi, c'était une chose qui m'avait marqué vraiment quand j'avais découvert ce film dans les années 20. Je sais pas si les années 20, il y a 20 ans. Je sais pas si tu me permets une petite digression où j'explique comment j'ai découvert ce film. J'ai découvert ce film à une époque que les moins de 20 ans, ça on peut le dire, ne peuvent pas connaître. C'était en 2004. Bon, à l'époque, j'avais 16 ans, j'étais cinéphile depuis très longtemps. Ma cinéphilie tournait autour de Hitchcock, Spielberg, Burton, Sergio Leone, un peu Akira Kurosawa. Voilà, grosso modo, ça, Charlie Chaplin. Et j'étais bien sûr fan de Tarantino. Et Kill Bill Volume 1, c'est le film que j'ai le plus fantasmé. C'est vraiment le film que j'ai attendu vraiment pendant très très longtemps. Quand j'ai vu le film, ça a été une grande révélation. Pourquoi ? Parce que ce film, ça a été une énorme boîte de Pandore pour moi. Je peux même le dire, Kill Bill volume 1 et également volume 2, donc le projet Kill Bill, c'est le film qui a dépucelé ma vie de cinéphile. Quand le film est arrivé, du moins moi, j'ai vraiment découvert tout un pan d'une cinématographie que je ne connaissais pas. Voilà. Ah bon, il n'y a pas que Sergio Leone qui a fait des western spaghetti. Qui est Sergio Corbucci, Sergio Solima, c'est quoi les Disney Blood, c'est quoi la Shaw Brothers, etc., etc. Alors les gens qui nous écoutent, qui sont sûrement des cinéphiles assez pointus, ils doivent se dire bon bah oui non, nous on connaît. Mais il faut savoir qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de chaîne YouTube consacrée au cinéma d'exploitation, au cinéma bis, au cinéma de genre. Il y avait la revue HK n'existait déjà plus. Il y avait Mad Movies et l'écran fantastique qui parlaient de ce cinéma-là, mais alors et des fois de façon assez réduite parce que les films étaient compliqués à voir. Et en 2003, le DVD est déjà bien installé et des éditeurs comme HK ou comme Wildside sentent le filon à exploiter avec la sortie de Kill Bill Volume 1 et je ne sais pas s'il nous écoute, j'espère pour toi Raphaël, mais Emmanuel Chiche a fait un énorme travail d'édition avec sa série, avec sa collection Wildside et surtout les Introuvables. Ils ont sorti d'emblée, au lendemain entre Kill Bill Volume 1 et Volume 2, donc entre 2003 et 2004, la série de la Shaw Brothers, certains Corbucci, et notamment les films de Kinji Fukasaku. Et pour moi, ça a été, comme je l'ai dit, une boîte de Pandore. J'ai découvert toute une cinématographie que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas La Rage du Tigre. Donc moi, j'étais lycéen, j'avais pas beaucoup d'argent. Mon argent passait dans l'achat de ces DVD. Et j'ai littéralement, vraiment, j'avais l'impression de redécouvrir le cinéma. Je pensais le connaître et en fait pas du tout. Et moi, Tarantino, c'est un réalisateur c'est un de mes réalisateurs favoris. On peut le critiquer certes, mais pour moi, ça a surtout été un passeur cinéma. À chaque fois qu'il sortait un film, il nous prenait par main, il nous disait tu aimes ce film, mon film, découvre tous les films qui m'ont inspiré. Quand Death Proof est sorti, c'était le cinéma d'exploitation. Kill Bill sort, je ne sais pas ce que c'est la Blaxploitation. Et il y a plein d'éditeurs. Alors je parle de HK, je parle de Wildside, mais il y a bien sûr d'autres éditeurs, je n'ai pas les noms en tête, mais qui ont sorti du western italien, qui ont surfé sur la vague. Et pour moi, ça a été une grande découverte. Et à l'époque, quand le support physique était roi, qu'il n'y avait pas encore de plateforme, les éditeurs DVD faisaient d'excellents bonus. C'était accompagné de livres écrits par des théoriciens, Toré, etc. Et c'était des vrais ouvrages de cinéma. On formait notre cinéphilie grâce à ces films-là. Et pour moi, Kill Bill Volume 1 et Volume 2, ce sont deux films doudous. C'est des films qui regorgent tout ce que j'aime dans le cinéma. Et sans ce film-là, je pense que Tarantino a fait ce que les frères Wachowski, à l'époque, maintenant les sœurs Wachowski, n'ont pas su faire avec Matrix, qui était vraiment la première grande rencontre entre l'Occident et l'Orient. Ils n'ont pas voulu faire cet accompagnement pédagogique en expliquant quelles étaient les références qui ont constitué leur film. Pourtant, Dieu sait que Matrix, il y a des références asiatiques. Donc voilà comment je me suis retrouvé à tomber sur Kinji Fukasaku. C'était une des références de Tarantino sur Kill Bill Volume 1, avec une des actrices qui joue dans Battle Royale.
Et puis voilà, les films de Yakuza, c'était un peu la matrice du premier volume Kill Bill. Et c'est comme ça que j'ai découvert ces films-là. Gros choc à l'époque. Et 20 ans plus tard, on se retrouve à parler de ce film, Le Stirn Moral, un film qui n'a pas du tout bougé. Donc voilà, je vous parle d'une époque que vous, jeunes auditeurs, n'avez pas connue. Il y a aussi ça, mine de rien, je trouve, dans le cinéma de Fukasaku. On a évoqué tout à l'heure la mise en scène qui évolue, mais il y a différents styles de mise en scène dans ce film-là, encore une fois. Tu as un aspect beaucoup plus documentaire dans la première partie, et puis une deuxième beaucoup plus, on va dire, opératique quand même aussi, beaucoup plus tragique, on va dire, beaucoup plus classique. Et au fond, c'est ça, quoi, une manière viscérale d'appréhender les choses, de t'immerger comme ça dans le récit. C'est une fresque hein, quand même, hein. Ça brasse beaucoup de personnages, il y a beaucoup de décors. Alors que le film est court, il fait 1h30. Exactement, il dure 1h30. Et donc c'est un film qui est extrêmement concis, extrêmement précis. Et j'ai l'impression que, que Fukasaku, en fait, avec ce film, c'est comment transformer le chaos et la dégénération d'une époque, tu vois, en un art viscéral et cathartique. Donc à l'occurrence avec le film de Yakuza. Et j'ai presque envie de dire, c'est la question récurrente du début d'émission, mais c'est presque la définition même du polar en fait. Donc tu valides, c'est un polar pour toi. Pour moi, totalement. Okay. Totalement. Et d'autant plus que c'est une véritable œuvre d'art, extrêmement pensée, encore une fois, en termes de cinéma et extrêmement cinéphile. Parce que moi, j'y vois, parce que j'ai travaillé un peu pour l'émission certains autres films, à l'occurrence ceux de Suzuki, par exemple, et j'y vois vraiment un geste maniériste, tu vois. Il prend le même acteur, donc il prend Tetsuya Watari, l'acteur du Vagabond de Tokyo, donc quelques années plus tard, mais avec un rôle complètement à l'opposé. Tu vois, le personnage de Ishikiwa reprend cette figure traditionnelle, donc anarchiste du Yakuza, encore une fois errant, c'est le cas dans les deux films, mais chez Fukasaku, il y a une stylisation extrêmement frontale, quoi. On le dit depuis le début, on le répète, hein, c'est extrêmement chaotique, là où Suzuki, c'est extrêmement chorégraphié. C'est pas un hasard, par exemple, tu vois, si Damien Chazelle s'en revendique pour La La Land. Donc voilà, il y a un véritable geste, je trouve, comme ça, maniériste. Et après, il va tourner en plus avec lui dans Tombe de Yakuza et Fleur de Gardenia, donc l'année d'après, en 76. Et en plus, on va le retrouver où ça? Dans Aniki, mon frère, de Takeshi Kitano. Donc voilà, il y a une véritable, un geste maniériste de prendre cette figure-là romantique et de l'emmener progressivement vers autre chose. Et ça, Fukasaku, il le fait admirablement avec le parcours de ce personnage, encore une fois, qui est la métaphore même d'une jeunesse complètement paumée, qui se mange une société qu'ils ne comprennent pas, où ils ne sont que des objets finalement. Tu vois, ils sont interchangeables aussi, mine de rien. Ces trahisons, ces différentes alliances, au fond, ça change quoi? Pas grand chose. C'est toujours le même bordel, c'est toujours le même chaos. Donc voilà, donc ça marcherait très bien. Et Fukasaku, il y arrive, je trouve, admirablement bien avec ce film, qui est, je pense, encore une fois, le sommet de sa carrière et le sommet du Yakuza Eiga dans sa carrière. Puisqu'après, par la suite, il va un peu passer à autre chose aussi. Il va faire des films dans les années 80, plus des blockbusters. Oui, on l'a pas dit. C'est qu'en fait, il n'a pas fait que du film de gangster, film Yakuza. Il fera quelques films de sabre. Il fera un film de science-fiction qui est sorti il n'y a pas longtemps chez Carlotta. J'ai oublié le titre. Et puis voilà, le grand public le connaît pour Battle Royale. Encore une fois, je raconte ma vie il y a plus de 20 ans. Je me souviens qu'au lycée, c'était Battle Royale, c'était le film qu'on se passait sous le manteau, Andy Vix, le film sulfureux que les lycéens voulaient regarder. Battle Royale, si vous ne l'avez pas vu, c'est l'ancêtre de Squid Game. Oui, clairement, oui, bien sûr. D'après un roman qui avait bien marché. Ou Hunger Games aussi. Bon, là, oui. C'est pour les plus les jeunes, les plus vieux. tu vois, mais pour Tarantino, Battle Royale, c'est le meilleur film des années 2000 pour lui. C'est l'un des meilleurs. L'un des meilleurs quand il fait son top, là, 10 dernières années. Mais même avant, en tout cas, il avait collaboré effectivement à ces gros films de science-fiction post-Star Wars pour surfer. Et il est parti à Hollywood aussi. Et oui, pour quel film? Il y avait Tora. Il a remplacé Akira Kurosawa. Avec Richard Fleischer, du coup. Le segment, ouais. Oui, il a fait apparemment les segments de l'attaque de Pearl Harbor, mais vu du point de vue japonais. Il y a Le Lézard Noir aussi, qui est aussi une sorte de film ultra... comment on appelle ça, tu sais, un peu chez John Waters, Camp. Oui, avec l'acteur Miwa. Voilà, je cherchais le terme, exactement. Donc voilà, adapté aussi de Mishima, enfin... En parlant de Miwa, un petit coucou à Pascal X Vincent qui a fait un documentaire sur l'acteur Miwa qu'on trouve facilement en DVD. Donc voilà, c'est quand même bien, et tu as une excellente idée de finalement rendre hommage à ce metteur en scène artisan, parce que c'est ce qu'il est, mine de rien.
il est contemporain avec des artistes, on l'évoquait un petit peu entre nous, de la nouvelle vague voilà, japonaise. Mais au final, voilà, il a été un peu délaissé. Heureusement, il y a des passeurs qui ont fait leur travail, qui nous permet aujourd'hui de découvrir ou de redécouvrir, encore une fois, ces films, dont Le Cimetière de la Morale, qui, encore une fois, si vous pouvez vous le procurer, on le trouve donc du coup assez facilement voilà, sur Dans Internet. l'édition Les Wildside. Introuvables. Introuvable, soit jumelé avec Combat sans code d'honneur, soit en édition solo. Donc voilà, donc essayez de le voir, revoyez-le, c'est vraiment une baffe crépusculaire dont on n'en sort pas indemne. Moi, je l'ai vu il y a une semaine et tu vois, j'y pense encore une fois assez régulièrement. Il travaille, quoi. C'est un film triste. C'est pas. Oui, faut se le prendre dans la gueule, quoi. Voilà. Attention, accrochez-vous quand même. Hein. Mais encore une fois, merci pour l'invitation. Et comme je te dis, on discutait en antenne avant l'émission. C'est bien ces émissions. Si on vous donne envie de voir ce film, notre mission sera réussie. Si maintenant, après avoir eu ce film, vous voulez voir d'autres films de Kinji Fukasaku, c'est très bien. Si après vous avez envie de découvrir Suzuki ou Hideo Gosha, ça serait encore mieux. C'est bien de faire des émissions sur Memories of Murder, qui est un de mes films préférés, mais je crois que vous pouvez trouver facilement plusieurs émissions, plusieurs podcasts, plusieurs articles qui parlent de ce chef-d'œuvre. Il y a plein de films, plein de perles du cinéma japonais, ou même du cinéma asiatique, ou même du cinéma tout court, qui sont sous les radars, qui sont oubliés. Découvrez-les, on peut les voir facilement en support physique, regardez-les, soyez curieux, et profitez tout simplement. Je vais faire court, pas mieux. T'as tout dit. Autre tradition donc bien connue des services de police pour classer définitivement l'affaire, on traque les complices dans le même genre, une recommandation très rapide d'un film dans le même genre. Hakim, qu'est-ce que tu nous balances dans le même genre que Le Cimetière de la Morale? On va rester du côté du Japon. La sortie d'un réalisateur qu'on a déjà évoqué, à savoir dans l'émission, à savoir Takashi Miike. D'ailleurs, c'est drôle, moi, j'ai appris à connaître Takashi Miike, pareil, au moment de la sortie de Kill Bill Volume 1. C'était Quentin Tarantino qui, quand je crois que c'était pour Première, on lui avait posé la question sur la violence du film. Là où il avait sorti son expression, oui, mais il n'y a pas du sang rouge. Il n'y a pas du sang, c'est la couleur rouge. Il avait sorti l'expression de Godard, qui avait utilisé cette métaphore pour Pierrot le Fou. Et il expliquait qu'en fait, son film, c'était juste. Dans Kill Bill, la violence est tellement graphique, tellement grand guignolesque, que ça en vient drôle. Et pour ça, il avait cité le film Audition de Takashi Miike et toute la scène de torture à la fin, où en fait, il y a tellement de sadisme, tellement que ça en devient ridicule et qu'on en rigole. Au départ, on a mal, on a peur, et puis à la fin, on en rigole tellement c'est absurde. Et donc, Carlotta sort le film le plus subversif de Takashi Miike, qui est Ecchi the Killer, qui est sorti déjà il y a 15 ans, alors, par un éditeur dont j'ai oublié le nom, Cubic, je crois, quelque chose comme ça. Je me souviens, c'était une édition alors bien fournie au niveau bonus. Et là, Carlotta le sort dans un gros coffret avec plein de goodies et plein de bonus. Et c'est effectivement un des films les plus controversés, pas d'histoire du cinéma, mais de Takashi Miike. L'histoire, alors encore une fois, je suis pas un très bon résumeur de film, mais voilà, on est dans le monde des yakuza. Il y a le chef d'un gang qui a disparu, son bras droit qui s'appelle Kakihara, qui est un yakuza masochiste qui a le sourire de Glasgow. Il a le sourire du clown, l'homme qui rit. L'homme qui rit, mais qui est tenu par des anneaux, qui décide de se partir à la recherche du responsable de la disparition de son chef. Et en fait, il se rend compte que le responsable, c'est Ichi, un petit jeune enfant en apparence timide de 22 ans, mais qui est un véritable sadique. Donc voilà, c'est le combat entre deux sadiques que tout oppose, qui ne sont pas du tout. C'est un film adapté d'un manga que je n'ai pas lu, mais bien violent, bien sadique. Et cette sortie me réjouit parce que c'est un film que j'ai eu la chance de voir en salle. Ça, je peux m'en vanter. Il avait été projeté aux hallucinations collectives il y a 2 ans de cela. Encore une fois, comme on discutait tout à l'heure, c'est bien de voir des films à la télévision ou même sur un home cinéma avec une bonne installation, mais c'est toujours... on perçoit que 70% du potentiel du film. Le voir en film, c'est le découvrir et l'apprécier à 100%. Je l'ai vu en salle, je peux dire que je n'avais jamais vu It is the Killer, bien que auparavant, je l'avais vu en pirate, en DivX, en DVD. Là, le voir dans cette belle restauration, ça vaut le coup.
Encore une fois, si vous avez aimé le Cimetière de la morale, si vous aimez le cinéma déviant, japonais, et que vous aimez Takashi Miike sans avoir vu cette œuvre-là, ou même un film comme Gozu qui était sorti, chez Wildside et qui sont des films très lynchiens. Gozu est un film très lynchien. Ça va être une deuxième reco, voilà. Voilà, si vous êtes, amateur de ce genre de cinéma-là, foncez, le coffret est pas très cher, il y a plusieurs, il y a une grosse édition qui vaut 30 €, une édition solo qui vaut à peine 20 €. Franchement, pour ce film-là, c'est cadeau. Allez-y. De mon côté, j'aurais pu choisir Doberman Cop, toujours de Kenji Fukasaku, qui date de 77 cette fois-ci, et qui met en modèle Sonichiba, on l'a pas dit, hein, mais l'acteur fétiche du réalisateur, du moins à ses débuts, hein, pour établir comme ça l'équilibre entre les flics et les voyous. Un pur produit de la Toei, donc inspiré du célèbre manga Doberman Deka, où Sonichiba débarque de sa campagne pour aller à Tokyo pour une sombre affaire, et où son charisme naturel se la joue un peu Clint Eastwood, un peu entre, on va dire, un shérif à New York et Dirty Harry. Un film voilà, où donc, vous l'avez compris, l'ombre de Don Siegel plane, on va dire, sur une mise en scène funky et détendue. On pense aussi à Henri Verneuil, celui de Port-sur-la-Ville, avec un personnage de tueur omniscient, très djellesque, et une cascade de haute voltige qui cite directement notre bébelle nationale, et avec en plus un côté blaxploitation qui vous met dans l'ambiance, voilà, du cool, quoi. Du cool, Sonichiba et Fukasaku. Mais j'ai décidé de vous recommander plutôt vivement Les copains d'Eddie Coyle, donc de Peter Yates, sorti en 1973. Donc pour reprendre l'idée de la loi du milieu totalement bafouée par des gangsters censés l'appliquer, entre eux en plus. Donc un polar là aussi misérable et pathétique, où tout le monde trahit tout le monde, où le code d'honneur justement n'est qu'une chimère qu'on se raconte pour mieux supporter le fait qu'on est un minable. Un film qui nous expose là aussi frontalement un monde du gangstérisme glauque, enfin sans lustre, loin de la mythologie du Parrain, par exemple, hein, sorti un an plus tôt, et avec à la clé l'un des meilleurs rôles de Robert Mitchum, donc en truand de bas étage, combinard et vraiment fatigué, et face à un Peter Boyle, donc qui est calculateur au possible, tout aussi faussement débonnaire qu'il l'était dans Joe, c'est aussi l'Amérique, de John Davidson. Et on ressent ici véritablement tout l'artisanat de Peter Yates, qui était un cinéaste anglais, hein, encore une fois un cinéaste insulaire, on va dire, comme Fukasaku, qui se fait particulièrement ressentir dans des séquences de braquage donc bien crapoteux, qui sont vraiment nerveuses à souhait, et qui permet justement, après Robbery et Bullet, donc en 68, de livrer un nouveau grand morceau de polar. Bref, avec des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis, et ça tombe bien, parce que le film, qui était justement inédit jusqu'à présent en France en DVD et en Blu-ray, va sortir dans le courant de l'année, donc chez Rimini Édition. Donc voilà, ne ratez pas ça. Tu as cité, je me permets de te Ouais. couper, tu as cité Sonichiba. Sonichiba, c'est un nom, personnellement, que j'ai entendu pour la première fois en regardant Kill Bill Volume 1. Trop romance. J'avais pas encore vu True Romance en 2003 quand j'ai vu Kill Bill Volume 1. Bon, Sonichiba, très bien. Street Fighter. Voilà. 2 ans plus tard, HK Video sortait le coffret Street Fighter. Et justement, il joue dans Kill Bill à Torianzo, le forgeron de katana mythique. Voilà. Merci Quentin. Et comme c'est les soldes, puisque tu en as fait 2, j'ai décidé d'en faire 3. Voilà, c'est comme ça, c'est cadeau. Tout doit disparaître. Je vous conseille aussi chaudement Gonin, donc de Takeshi Ishii, sorti en 95. Donc là, c'est un film de casse qui tourne mal, donc dans la pure tradition du genre, avec des touches de poésie morbide, à la lisière du fantastique, au découpage et au cadre évocateur, et un beat Takeshi en ange de la mort qui nous rappelle, voilà, cet adage très simple et pourtant très vrai. Au royaume des aveugles, les bornes sont rois, et on pense forcément là aussi à Sam Peckinpah, hein, qu'on a évoqué. Je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à tisser entre Peckinpah et Fukasaku, et Hit, sorti la même année de Michael Mann, dans un passage clé. Donc voilà, rêve brisé en forme de tragédie grecque à Shinjuku. Voilà, c'est cadeau, c'est comme ça, c'est 3 recos pour le prix d'une. L'enquête est close, on referme le dossier et on vous conseille de placer de toute urgence le cimetière de la morale de Kinji Fukasaku en garde à vue. Une fois de plus, un très 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 grand merci à toi Hakim, ce fut sincèrement un immense plaisir, je l'ai dit tout à l'heure, que de faire découvrir ou redécouvrir ce très grand film grâce à toi. Et on le rappelle, on te retrouve régulièrement sur Brume Radio 90.7 pour les Lyonnais, hein, sur la bande FM, dans l'émission Radio Days.
Plaisir partagé, impatient de te retrouver, cette fois-ci devant moi, devant un micro. Quant à nous, on se donne rendez-vous très vite pour évoquer un autre polar au cinéma. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube de l'émission, et surtout à la partager si cela vous a plu, et à nous mettre le maximum d'étoiles sur les applications de podcast. Merci encore et à très vite dans Bien connu des services de police.